Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, où que vous soyez. Je vous remercie de me suivre dans cette chronique qui est une chronique un peu spéciale. Donc, bon après-midi, bonjour ou bonsoir, selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali, je suis journaliste indépendant, ou en tout cas, j'espère l'être, ou j'essaie de l'être. Et je pense que certains d'entre vous ont l'habitude maintenant de me retrouver dans des chroniques pour parler de sujets dominants de l'actualité de chez nous. Aujourd'hui, je vais parler du festival de Walata. Le festival de Walata. Le festival de Walata est un très grand événement. Un très grand événement pour deux raisons. D'abord parce qu'on parle du patrimoine du pays, de son passé, de sa culture, de son histoire, de sa religion. Mais important surtout parce que c'est le chef de l'État qui avait lui-même demandé à ce que cette manifestation soit organisée à la hauteur et au mérite de l'événement, qui est un événement extrêmement important pour le pays. Évidemment, un festival où qu'il se passe est toujours un gouffre financier. Un gouffre financier parce que Moukellif, ça demande énormément de dépenses à effectuer. Et surtout parce que, comme il est de notre tradition, il déplace énormément de personnes. Des personnes qui partent donc du président de la République, qui fait l'honneur au festival donc pour présider à son lancement, aux ministres, aux secrétaires généraux, aux fonctionnaires de la région, de la ville, aux artistes, aux troubadours, aux journalistes, aux peshmerga. Et la capitale, Nouakchott, donc, se déplace en général vers ces villes où s'organisent ces événements, chacun pour une raison ou pour une autre. Les chefs religieux, les notables et les personnalités publiques religieuses ou de la chefferie viennent pour renouveler leur allégeance au président de la République. Au président de la République, peu importe pour eux qu'il soit Maouya, qu'il soit Mohamed El Abdelaziz ou qu'il soit Ghazouani, le dernier, donc actuellement au pouvoir. Le plus important pour eux, c'est qu'ils soient là pour donc marquer de leur présence ce grand événement. Donc cet événement, il a eu lieu donc à Walata et le président, le 9 décembre, a procédé au lancement de cette édition, qui est la 12e édition du Festival des cités du patrimoine. Il est évident que le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, qui est le ministère organisateur de cet événement, a fait un énorme travail qui s'est étalé sur une très longue période pour que l'événement soit à la hauteur que souhaitait lui donner le chef de l'État. Et puis, comme depuis toujours, quand un président de la République se déplace, j'ai dit, quel que soit, c'est dans notre tradition, depuis que les chefs d'État se déplacent, le Dada, donc, au dernier, ou le Ghazouani, ça a toujours été un très grand événement, une occasion pour les Mauritaniens, surtout les responsables politiques, les hommes d'affaires, toutes les personnalités publiques de la classe politique et de la classe financière se déplacent pour montrer aux chefs de l'État qui sont pas loin de leur volonté de l'accompagner dans son programme, même si ils le font plus par figuration que par réalité de participer au développement du pays. Quoi qu'il en soit,
en lisant la presse, j'ai pu constater qu'il y a des ministères qui se sont distingués à cette occasion, dont le ministère de l'Hydraulique, qui a fait lancer par le chef de l'État un grand projet d'adduction d'eau. Il y a l'élevage qui a lancé un projet pour un financement de 1,4 milliard d'ouguiya, ce qui est une très bonne chose parce que la zone est une zone d'élevage intensif et l'élevage, c'est bien l'avenir du pays. Il y a Radio Mauritanie qui a fait un excellent travail pour lequel tous les Mauritaniens doivent applaudir très fortement parce que Radio Mauritanie est aujourd'hui l'une des radios les plus avancées de l'Afrique. Je vous le dis moi, pas pour faire de la publicité pour son directeur général, non, parce que j'ai fait la radio dans des conditions extrêmement difficiles, à une époque extrêmement difficile, donc à partir de 1975 jusqu'à 1984, et je sais les conditions dans lesquelles était la radio et les conditions dans lesquelles on travaille. Aujourd'hui, je peux vous le dire, moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, j'ai voyagé en Europe, et j'ai pu vous dire que j'ai été en France, j'ai été en Suisse, j'ai été en Bulgarie, en Yougoslavie et en Roumanie, parmi ces pays européens que j'ai visités. Il faut dire que les avancées obtenues par Radio Mauritanie sont extrêmement importantes et considérables, et même très avancées par rapport à ce qui s'est fait dans certains de ces pays. Peut-être le professionnalisme est meilleur dans ces pays, mais du point de vue répartition des signaux, la Mauritanie et Radio Mauritanie est en pôle position de toute l'Afrique. Ça, je vous le dis, moi. Et je crois que c'est important, c'est à encourager, c'est à même à féliciter, parce que la radio, c'est le seul moyen par lequel donc, les populations, les masses, peuvent être éduquées, informées et encadré. Donc, il faut le dire, franchement, un très grand bravo donc, à Radio Mauritanie qui avait implanté donc, une radio à Oualata et qui a implanté une radio républicaine de l'éducation républicaine à Nema et à Ouadan, donc lors du dernier festival. Fini donc la publicité pour Radio Mauritanie. Et il faut peut-être rappeler que parmi ceux qui se sont distingués par ce qu'ils ont fait, il faut citer le commissariat à la sécurité alimentaire qui a fourni des kits à 400 familles, et le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, qui a lui, c'est Ahmed le ministre, il a toujours un plan directeur d'aménagement dans sa poche pour chaque ville. Et c'est le bulldozer du gouvernement, c'est le ministre le mieux coté, le plus performant, et le ministre qui a fait un excellent travail depuis qu'il est au gouvernement. Il n'a fait que ce qu'on lui demande, parce qu'il a dit lui-même, dans une conférence de presse à laquelle j'ai assisté, il a dit ce que je fais, il ne faut pas voir la personne de Sidi Ahmed qui le fait. Ce n'est pas le ministre. C'est le ministère qui le fait. Que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, l'important est qu'on avance dans les décisions prises, donc d'aménager le territoire de façon moderne. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ça lui fait beaucoup d'ennemis, évidemment. Et ces ennemis ne sont pas les gens des quartiers pauvres. Les quartiers pauvres, c'est des gens qui cherchent des parcelles là, au PK 15, 17, 18 ou 22. Il y a ces amis-là d'à côté de son ministère, là, qui ne lui font pas de cadeaux, évidemment, parce qu'eux aussi ils sont versés dans le trafic du patrimoine mobilier et immobilier. Et puis, vous avez le ministère de la Culture, c'est normal. Le ministère de la Culture,
Il est en charge d'organiser donc ce festival, mais il a des sous. Et la plupart de ces gens qui se rendent à Walata, qui sont à Walata, qui sont venus à Walata 2 jours après, qui sont encore à Walata, qui resteront à Walata jusqu'à la fin, c'est une affaire de sous. Et parfois de gros sous. Des sous pour les artistes, qu'ils soient bons ou mauvais, pour des comédiens de bas de gamme, pour les troubadours, et pour tout le monde. C'est normal. Donc, il est dans le collimateur des gens qui cherchent à mettre quelque chose dans la poche. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur l'histoire de Walata. Pour dire que Walata est une ville historique. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'elle représentait pour l'Afrique et pour le commerce entre le Ghana et la Mauritanie. Et je n'ai pas besoin de vous dire aussi que c'est une terre sainte, effectivement, parce que Cheikh Mohamed El-Bekkay était un très grand saint et il est resté, même après sa mort, et sa tombe, donc, il se repose sur les hauteurs des collines de Walata, et je profite ici pour prier sur sa mémoire. Mais je ne sais pas, mais je pense sincèrement que ce qu'on appelle le passif humanitaire est un problème épineux pour la Mauritanie. C'est un problème très épineux pour la Mauritanie. Et c'est un problème qui pose beaucoup de problèmes pour la Mauritanie. On a tendance à jouer au chat et à la souris au règlement de ce problème. Les Noirs mauritaniens, il ne faut pas les appeler ainsi parce que ce n'est pas un problème de Noirs mauritaniens. Je l'ai dit sous ma responsabilité. Évidemment qu'on va m'envoyer aussi des menaces, parce que j'en ai reçu, moi, des menaces même de mort, d'activistes extrémistes halpulaar, qui sont résidents en Europe. Mais moi, ce que je le fais pour mon pays. Je m'en fous. Moi, du halpulaar qui est parti raconter des conneries à l'immigration française, canadienne ou américaine pour dire qu'en Mauritanie, les Maures ont égorgé son père et ont égorgé sa mère pour obtenir donc le visa ou d'être accepté comme des réfugiés. Je ne rentre pas dans ce détail-là. Ils savent ce que je veux dire. Je veux dire les extrémistes halpulaar qui sont donc éparpillés dans le monde. Ils savent ce que je veux dire et moi je sais ce que je veux dire. L'important est qu'ils comprennent ce que je veux dire. Mais donc le problème du passif humanitaire est un problème très sérieux. Les Mauritaniens doivent le prendre en considération. C'est très sérieux. Il est très très sérieux parce que quand je dis très sérieux, parce que les événements de 89 ont été des événements très douloureux qui ont occasionné des déchirures profondes dans le tissu social mauritanien. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. C'est regrettable, c'est arrivé. Tout le monde le sait. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi tout le monde le sait. Et parfois, les gens veulent en parler et parfois, ils ne veulent pas en parler. Moi, je ne sais pas. C'est un problème. Il est réel. Des Noirs ont été massacrés dans ce pays en 89. Et des Noirs ont été tués à Inal. Yurminima oɗo ñalawma hande ɗo sagataɓe nanga
28 novembre e leydi Mauritanie. Hande ko wondu ñalli e nder Mauritanie. Nogas en jeetato sagata tan nanga kirsi jeejitani golle moɗon ɓiɓɓe leydi. 28, le 27 novembre d'une certaine année, comme a dit un confrère journaliste Halpoula. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je pense, moi, personnellement, et je vais terminer là, que, je le dis sincèrement, je ne connais pas Mohamed ou le Cheikh Al-Ghazouani, le président de la République, je ne le connais pas. Et si je disais que vraiment, j'ai entendu parler de lui en tant que personnalité publique, et je commençais vraiment à entendre son nom résonner, et c'est lorsqu'il était venu à la tête des états-majors de l'armée nationale. C'est tout à fait normal. Je suis journaliste et c'est mon devoir de connaître les personnalités publiques. Donc c'est à partir de là que je l'ai connu, mais je ne le connais pas. Et je dois dire que, là je ne le cache pas aussi, certains de mes confrères vont dire que oui, après son élément, il va passer et marcher au B2. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne d'émarger au B2, mais pour eux, tout journaliste qui fait les louanges d'un responsable est un journaliste qui veut avoir un peu d'argent. Moi, je veux avoir de l'argent. Je n'en ai pas, je suis pauvre, je suis un journaliste, l'un des plus pauvres. Je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, je suis l'un des journalistes les plus pauvres de ce pays. Mais je suis bien comme ça. Je ne prends l'argent à personne. Et personne ne me prend ma liberté de dire ce que je veux. Le président Ghazouani s'est rendu à Oualata. Il est à quelques mois de la campagne présidentielle. Il a besoin, le président, il a besoin de former autour de lui une classe politique qui le soutient. Quand je dis qu'il a besoin d'avoir autour de lui une classe politique qui le soutient, c'est que, je le dis honnêtement, je crois que si le problème des passifs humanitaires n'est pas réglé sous le régime du président Ghazouani, il le sera difficilement. Il le sera difficilement parce que Ghazouani a toujours montré la volonté de résoudre ce problème. Il a dit dans un enregistrement audio que j'ai, qui est d'ailleurs qui n'est un secret pour personne, je crois répondant à une question qui lui a été posée par un journaliste, il a dit, Sidi Cheikh Abdoulaye a apporté sa part dans la solution du problème. Le président Aziz a apporté sa part dans la résolution du problème. Et moi, j'apporterai ce que je peux apporter. Il a bien précisé ce que je peux apporter. Il n'a pas parlé du reste, parce que le reste, c'est un peu compliqué quand même. Mais je pense que le président de la République, si au lieu d'aller ouvrir la vanne d'un robinet, d'un château d'eau, qui est une réalisation importante parce que la population va boire de l'eau et l'eau sera distribuée dans toute la ville, c'est ce que je crois. En tout cas, le chiffre du financement le laisse penser. Si donc, moi je pense personnellement, je pense que si Ghazouani, au lieu de partir ouvrir la vanne d'un robinet,
il avait demandé au ministère de l'aménagement du territoire de prendre l'un de ces gradaires qui démolissent les maisons et les baraques des citoyens, de démolir le camp de Walata. Pourquoi démolir le camp de Walata si le président, il peut toujours le faire, ce n'est jamais trop tard, il avait pris un drapeau pour donner le signal à la démolition du camp de Walata, le président aurait réglé à 30% le problème des passifs humanitaires. Parce que en 1987, 68 négro-mauritaniens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, rien, parce que il y a les 35 militaires qui étaient poursuivis pour les Halpulaars disent c'était un début de tentative de coup d'État et le gouvernement mauritanien les a jugés quand même pour tentative de coup d'État, 35, et il y avait 33 autres, si ma mémoire est bonne, 33 autres membres du FLAM qui ont été tous envoyés à Walata. Ils ont été envoyés à Walata dans le Mouroir, c'est le nom que lui ont donné les Halpulaars, les activistes Halpulaars, parce qu'effectivement, c'était un Mouroir. Parce que en un mois, entre le 26 août, entre le 26 août et le 29 septembre 1988, c'est incroyable. 4 Mauritaniens sont morts dans ce camp. Et c'était un véritable camp de l'horreur. 4 Mauritaniens sont morts dans ce camp. Alassane, qui est mort le 26 août 1988, 6 jours après sa mort, c'était le décès du plus grand littéraire de ce pays, Thénio Gueye, malheureusement, mort de faim et de maladie. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, il n'y a pas de tabou. Le 13 septembre, moins de 2 mois après, c'est Ba Abdel Koudous qui est mort suite de faim, de maladie. Et le 29 septembre est mort Digo Tafsirou. Ça aurait été vraiment un geste qui serait mémorable et qui restera inscrit dans l'histoire de notre pays si le président Al-Ghazouani avait donné le signal par un lever de drapeau pour que le camp de Walata soit détruit. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul à détruire. Il peut même aller plus loin pour demander de détruire le camp de Jreida et pour demander de détruire le camp d'Ina. Ces 3 camps sont liés à des événements douloureux et malheureux. Si le pays reconnaît de l'existence de ces problèmes, reconnaît que les Mauritaniens ont été tués dans ces bâtiments, je ne vois pas pour quelle raison, par devoir de mémoire, que, par exemple, les autorités ou le régime en place décident donc de détruire. C'est un signal très fort, c'est un geste très fort
qui peut contribuer à la solution du problème. Mais au-delà même de la mort de ces 4 négro-mauritaniens, il faut rappeler que le premier président de ce pays, Mokhtar Ould Daddah, a failli mourir dans ce camp de maladie, abandonné. N'eût été la détermination d'un lieutenant-colonel par nationalisme qui a expliqué que le chef de l'État risquait de mourir à Ouattara, personne ne s'est préoccupé de son sort. Et je pense franchement que le camp de Ouattara est un camp qui est lié à des événements très douloureux, très douloureux. Et pour chercher une solution à nos problèmes, la solution peut passer en partie par la destruction de ce camp qui est un camp de l'horreur. Qui est un camp de l'horreur. Ça ne fait rien. Ça aurait été un très beau geste que le président aurait fait, qui rapprocherait de lui encore et plus les récalcitrants opposants négro-mauritaniens qui souhaitent la solution du problème du passif humanitaire. Le passif humanitaire est un problème. C'est un problème. C'est un problème pour lequel les autorités mauritaniennes, le régime et chaque Mauritanien doit contribuer à la recherche d'une solution. Ce n'est jamais trop tard de faire ce qui est bon à faire, mais c'est surtout de le faire.